Le 24 juin 1940, à 23 heures, le croiseur HMS Emerald lève l'ancre dans le port de Greenock, en Écosse. Le capitaine Francis Flynn a reçu des ordres scellés qu'il ne doit ouvrir qu'une fois en haute mer. L'équipage est nerveux. Ils savent que les eaux qui entourent l'Écosse sont infestées de U-boats allemands, ces loups gris invisibles qui attendent pour la moindre vibration d'hélice pour frapper. Mais ce que l'équipage ignore, c'est la nature de la cargaison qui repose sous leurs pieds, dans les soutes à munitions modifiées à la hâte. Ce n'est pas de la poudre, ce ne sont pas des obus. Empilés dans plus de 2000 caisses en bois, marquées simplement de heureux, pour ne pas attirer l'attention, se trouvent les économies d'un empire, des lingots d'or, des titres financiers, des obligations d'État. La valeur de la cargaison ? Environ 130 millions de livres sterling de l'époque. En dollars d'aujourd'hui, cela représente des dizaines de milliards. Si une seule torpille allemande touche le HMS Emerald, l'Empire britannique perd instantanément sa capacité à payer ses soldats pour le mois suivant. Ce voyage, nom de code Opération Fish, n'est pas une simple mission de transport. C'est le début du plus grand transfert de richesses physiques de toute l'histoire de l'humanité. On nous raconte souvent que la Seconde Guerre mondiale s'est jouée sur les plages de Normandie, dans les sables d'El Alamein ou dans les cieux de Londres. C'est vrai pour les soldats. Mais pour les comptables, pour les banquiers, et pour ceux qui écrivent réellement l'histoire des nations, la guerre s'est jouée ici, dans la cale humide d'un navire fuyant vers l'Amérique. Car cet or ne partait pas pour être mis en sécurité, il partait pour être liquidé, il partait pour payer une facture. Nous avons tous appris que les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient les meilleurs amis du monde, unis par une relation spéciale, indéfectible contre la tyrannie. C'est le mythe hollywoodien. La réalité est beaucoup plus froide. La réalité est une histoire de business impitoyable, de négociations brutales et d'un mécanisme économique invisible mais dévastateur, l'effet Cantillon. Dans ce documentaire, nous allons déconstruire le mythe. Nous allons vous montrer comment, pièce par pièce, contrat par contrat, lingot par lingot, la richesse de la plus grande puissance du XIXe siècle a été siphonnée, absorbée et transférée vers la nouvelle puissance du XXe siècle. Les États-Unis n'ont pas volé l'Empire britannique. Ils l'ont acheté. Et ils l'ont acheté pour une bouchée de pain, au moment exact où le vendeur avait un pistolet sur la tempe. Je m'appelle, votre nom, et ceci est l'histoire secrète de la faillite de Londres. L'illusion de la puissance. Pour comprendre l'ampleur de la chute, il faut d'abord comprendre la hauteur du sommet. En 1939, à la veille de la guerre, Londres est encore le centre gravitationnel du monde financier. La livre sterling est la monnaie de réserve mondiale. Si vous êtes un marchand de café au Brésil, un exportateur de soie en Chine ou un magnate du chemin de fer en Argentine, vos contrats sont libellés en livres sterling. La City de Londres gère les flux de capitaux de la planète. L'Empire britannique contrôle les mers et donc le commerce. C'est une machine à cash colossale, construite sur 2 siècles de domination industrielle et coloniale. Mais cette machine a une faiblesse mortelle, une faille structurelle que peu de gens voyaient à l'époque, sauf quelques banquiers paranoïaques à Wall Street et à Berlin. L'Empire britannique est riche en actifs, mais pauvre en liquidités. C'est une distinction cruciale. La Grande-Bretagne possède des mines en Australie, des chemins de fer en Inde, des plantations en Malaisie. C'est une richesse immense, mais elle est immobilisée. Vous ne pouvez pas payer un fabricant d'armes américain avec une plantation d'EVAs à Singapour. Vous avez besoin de dollars, de cash, immédiatement. Et quand la guerre éclate en septembre 1939, la Grande-Bretagne réalise avec horreur que la guerre moderne coûte beaucoup plus cher que prévu. Ce n'est plus la guerre de cavalerie, c'est une guerre industrielle. Il faut de l'acier, de l'aluminium, du pétrole haute performance, des composants électroniques. Et il faut les importer. C'est ici que les États-Unis entrent en scène. Ou plutôt, c'est ici qu'ils ferment la porte. Le président Franklin Delano Roosevelt est un homme complexe. Il sympathise avec la cause britannique. Il déteste Hitler. Mais il est aussi un politicien américain pragmatique, à la tête d'un pays qui sort à peine de la Grande Dépression. Le chômage est encore élevé. L'industrie américaine tourne au ralenti. De plus, l'opinion publique américaine est farouchement isolationniste. Les Américains se souviennent de la Première Guerre mondiale. Ils ont prêté des milliards aux Européens. Et ces Européens ont fait défaut sur leurs dettes dans les années 30. Le sentiment général à Washington est « plus jamais ça ». Cette fois, ils paient. C'est ainsi que naît la loi Cash and Carry, payer et emporter. C'est une législation d'une brutalité commerciale inouïe pour un pays supposé ami. Elle stipule que tout matériel de guerre acheté aux États-Unis doit être payé comptant, en or ou en dollars, avant même de quitter le quai. Pas de crédit, pas de prêt, pas de « je vous paierai après la victoire ». Imaginez que votre maison brûle. Vous appelez les pompiers, et le chef des pompiers vous répond « Je ne branche pas le tuyau tant que je n'ai pas vu le virement bancaire sur mon compte ». C'était la position de l'Amérique en 1940. La Grande-Bretagne n'a pas le choix. Elle doit l'accepter.
Hitler conquiert la Pologne, puis la Norvège, puis le Danemark. La menace se rapproche. Alors, Londres ouvre les vannes. Les commandes affluent vers les usines américaines. Douglas Aircraft, Boeing, Lockheed. Les usines américaines, qui tournaient au ralenti, se mettent à rugir. Des milliers d'ouvriers sont embauchés. L'argent britannique finance la reconstruction de l'outil industriel américain. C'est le premier effet de transfert, mais pour payer ces avions, il faut des dollars. Au début, la trésorerie britannique utilise ses réserves de change. En quelques mois, elles s'évaporent. Ensuite, elle demande à ses citoyens de faire un effort. Tous les résidents britanniques possédant des actions américaines, des parts dans General Motors ou US Steel, sont forcés de les vendre au gouvernement, qui les revend ensuite à Wall Street pour récupérer des dollars. C'est une liquidation forcée du patrimoine privé britannique. Les investissements d'une génération sont vendus à la hâte, souvent en dessous du prix du marché, parce que tout le monde à New York sait que le vendeur est désespéré. Mais cela ne suffit toujours pas. La guerre dévore l'argent plus vite qu'on ne peut l'imprimer. Vient alors le tour de l'or. Revenons à notre navire, le HMS Emerald, et à l'opération Fish. Ce n'était pas un voyage unique. C'était un véritable pont maritime. Entre 1939 et 1941, la Grande-Bretagne a vidé ses coffres. Pas seulement l'or de la Banque d'Angleterre, mais aussi l'or des banques privées, et même l'or de la France et de la Norvège qui avaient été évacués à Londres avant l'invasion nazie. Tout partait vers l'ouest, vers New York, vers les caves de la réserve fédérale. Les chiffres donnent le vertige. En l'espace de 18 mois, les réserves d'or des États-Unis ont bondi. À la fin de la guerre, les États-Unis posséderont près de 75% de tout l'or monétaire de la planète. Réfléchissez à ce chiffre. 3/4 de l'or mondial. C'est un monopole absolu. Pendant que les bombes allemandes transformaient l'architecture de Londres en poussière, les coffres américains se remplissaient du sang financier de l'Europe. C'était un transfert de richesse physique irréversible. Une fois l'or parti, il ne revient pas. À Washington, le secrétaire au Trésor Henry Morgenthau tenait les comptes avec une précision maniaque. Chaque matin, il regardait les chiffres et il savait exactement combien de jours il restait à la Grande-Bretagne avant la banqueroute totale. Il ne s'agissait pas d'aider un allié à gagner. Il s'agissait de s'assurer que cet allié paie jusqu'au dernier centime avant de lui offrir la moindre aide gratuite. Il y a une phrase terrible attribuée à un sénateur américain de l'époque. « Nous devons dépouiller les Britanniques de tout ce qu'ils possèdent avant de leur donner un seul dollar du contribuable américain. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais l'or n'était pas suffisant. L'appétit du complexe militaro-industriel naissant aux États-Unis était insatiable. Début 1941, la situation est critique. La France est tombée. La Grande-Bretagne est seule. Les réserves d'or sont presque épuisées. Churchill écrit à Roosevelt des lettres de plus en plus angoissées. Il parle de l'heure la plus sombre. Il supplie. Morgenthau, le secrétaire au Trésor, décide alors de tester la sincérité de la détresse britannique. Il veut une preuve que les poches sont vides. Il ne se contente pas des mots. Il cible un actif précis. La société American Viscose Corporation, c'était une filiale du géant britannique Courtauld. C'était le plus grand producteur de rayonne aux États-Unis. Une entreprise magnifique, ultra rentable, qui dominait le marché textile américain. Sa valeur était estimée à plus de 120 millions de dollars de l'époque. Morgenthau pose un ultimatum à l'émissaire britannique, Sir Edward Peacock. Vendez American Viscose. Si vous avez encore des actifs de cette valeur, vous n'êtes pas fauché. Vendez-la et utilisez l'argent pour payer vos commandes d'avion. Peacock est horrifié. C'est une vente forcée, en pleine panique. C'est comme devoir vendre sa maison en 1 heure. Vous n'obtenez jamais le bon prix. Il essaie de négocier. Il demande du temps. Morgenthau refuse. Il insinue même que si la vente ne se fait pas, le soutien politique de Roosevelt au Congrès pourrait s'effriter. C'est du chantage pur et simple. Le 15 mars 1941, l'accord est signé. American Viscose est vendu à un groupe de banquiers d'investissement de Wall Street. Le prix de vente ? 54 millions de dollars, moins de la moitié de sa valeur réelle. Le lendemain, les banquiers de Wall Street revendent les actions au public américain et empochent une plus-value immédiate de plusieurs millions. La presse britannique est furieuse. On parle de vol de grand chemin. On parle de trahison. Winston Churchill est livide, mais il doit avaler la pilule en silence. Il ne peut pas se permettre d'offenser son banquier. Cette vente, l'affaire Courtauld, reste dans les mémoires de la City de Londres comme une blessure profonde. Elle a prouvé que la guerre n'était pas une croisade commune. C'était une occasion pour les États-Unis d'éliminer un concurrent commercial majeur sur leur propre sol et de récupérer un outil industriel clé à prix cassé. C'était le capitalisme de catastrophe, avant l'heure. En mars 1941, la Grande-Bretagne est techniquement en cessation de paiement. L'or est parti. Les actions sont vendues. Le trésor est vide. C'est seulement à ce moment que le Lend-Lease, le prêt-bail, est voté.
Mais comme nous allons le voir, ce n'était pas la fin du pillage. C'était le début d'une nouvelle phase plus subtile, le pillage intellectuel. Nous sommes en septembre 1940. Alors que la bataille d'Angleterre fait rage dans le ciel, un homme discret du nom de Sir Henry Tizard débarque à Washington. Il ne ressemble pas à un héros de guerre, il ressemble à un fonctionnaire fatigué avec ses lunettes rondes et son costume froissé. Mais Henry Tizard transporte avec lui l'objet le plus précieux de toute la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas de l'or. L'or, nous l'avons vu, a déjà traversé l'Atlantique. Les coffres sont vides. Ce que Tizard transporte, c'est une malle en métal noir, une simple boîte. À l'intérieur de cette boîte, il n'y a pas de lingots. Il y a des plans, des schémas, des prototypes. C'est ce qu'on appellera plus tard la mission Tizard. Et son objectif est d'une simplicité terrifiante. Puisque la Grande-Bretagne n'a plus d'argent pour payer les États-Unis, elle va payer avec ses secrets. L'Empire britannique s'apprête à livrer, sur un plateau d'argent, l'intégralité de son avance technologique militaire à l'industrie américaine. Ouvrons cette malle. Parmi les documents sur le développement de la bombe atomique et les plans de moteur à réaction de Frank Whittle, il y avait un petit objet étrange, un bloc de cuivre et de métal, pas plus gros qu'une assiette à soupe, percé de trous. Le magnétron à cavité. Pour les scientifiques américains qui ont accueilli Tizard à l'hôtel Wardman Park, cet objet ressemblait à de la science-fiction. À l'époque, les radars américains étaient énormes, peu précis et nécessitèrent des antennes de la taille d'une maison. Ils étaient inutiles pour un avion de chasse. Les Britanniques, poussés par l'urgence de survivre aux bombardiers nazis, avaient réussi l'impossible, miniaturiser le radar. Ce petit bloc de cuivre était 1000 fois plus puissant que le meilleur émetteur américain de l'époque. Un historien officiel américain a déclaré plus tard « C'était la cargaison la plus précieuse jamais apportée sur nos côtes ». Pourquoi est-ce important pour notre histoire financière ? Parce que la Grande-Bretagne a donné cette technologie, gratuitement, sans brevet, sans royalty, sans licence exclusive. Imaginez Apple donnant les plans de l'iPhone à Samsung en 2007. Parce qu'ils ont besoin de liquidités. C'est exactement ce qui s'est passé. Les laboratoires américains, comme le fameux Rad Lab du MIT, ont pris ce prototype britannique. Ils l'ont désossé. Ils l'ont compris. Et ensuite, avec la puissance industrielle colossale des États-Unis, ils l'ont produit à des millions d'exemplaires. Raytheon, General Electric, Westinghouse. Ces géants américains ont construit leur fortune d'après-guerre sur cette technologie britannique. La Grande-Bretagne a fourni le génie. L'Amérique a empoché les profits. Une fois la technologie partie, l'avantage stratégique de l'industrie britannique s'est évaporé. Après la guerre, quand les entreprises britanniques ont voulu exporter leurs produits de haute technologie, elles ont trouvé face à elles des concurrents américains qui vendaient la même technologie, mais produite moins cher et en plus grande quantité. C'était un suicide commercial assisté. Revenons à l'argent. Le 11 mars 1941, la loi Lend-Lease est signée. Les vannes s'ouvrent, le matériel américain afflue. Mais il y a une clause dans ce contrat que peu de gens connaissent. Le Reverse Lend-Lease, le prêt-bail inversé. L'idée semblait juste. Puisque l'Amérique envoyait des armes, la Grande-Bretagne et son empire devaient fournir gratuitement tout ce dont les troupes américaines avaient besoin lorsqu'elles étaient stationnées sur le territoire de l'empire. Cela incluait la nourriture, le logement, le transport, les bases militaires et les matières premières. Sur le papier, c'est un échange de bons procédés. Dans la réalité comptable, c'était une escroquerie massive basée sur la distorsion des prix. Voici comment le piège s'est refermé. Les États-Unis facturaient leurs chars et leurs avions à des prix industriels pleins, incluant les marges bénéficiaires des entreprises américaines et les coûts gonflés par l'inflation aux USA. C'était du cost plus. En revanche, les biens fournis par l'Empire britannique étaient évalués à des prix artificiellement bas, souvent contrôlés par l'administration coloniale. Résultat, un tank Sherman américain valait, comptablement beaucoup plus qu'une base aérienne britannique dans le Pacifique ou que des tonnes de caoutchouc malaisien. La Grande-Bretagne s'endettait au prix fort pour acheter américain, mais remboursait sa dette avec ses propres ressources évaluées au prix bas. C'est une technique classique de prédation économique. Surévaluer ce que l'on vend, sous-évaluer ce que l'on achète. Des millions de GI américains ont débarqué en Grande-Bretagne avant le jour J. Ils ont été logés, nourris et transportés aux frais du contribuable britannique, déjà ruiné. Pour le citoyen anglais, c'était une double peine. Non seulement il subissait le rationnement strict, mais il voyait les soldats américains consommer les ressources locales, payées par son propre gouvernement via le Reverse Lend-Lease. Nous arrivons maintenant au cœur du moteur, le concept qui donne son titre à ce documentaire, l'effet Cantillon. Richard Cantillon, un banquier du XVIIIe siècle, avait compris une vérité fondamentale sur l'argent. L'inflation n'est pas un phénomène uniforme, c'est une onde.
Quand un gouvernement crée de la monnaie, comme les États-Unis l'ont fait massivement pour financer la guerre, ceux qui reçoivent même cet argent en premier sont les gagnants. Ceux qui le reçoivent en dernier sont les perdants. Visualisez le circuit de l'argent en 1942. La Réserve fédérale américaine crée des dollars. Le gouvernement américain donne ces dollars à Boeing, Ford, General Motors pour fabriquer des armes. Ces entreprises reçoivent de l'argent frais. Elles peuvent acheter des matières premières et embaucher des ouvriers avant que les prix n'augmentent. Leurs profits explosent. Les salaires américains augmentent. C'est le boom économique. Mais que se passe-t-il ensuite? Ces milliards de nouveaux dollars circulent dans l'économie. La demande augmente, les prix montent, l'acier devient plus cher, le pétrole devient plus cher, le blé devient plus cher. Et qui se trouve tout au bout de la chaîne? Qui est l'acheteur final? La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne achète ses produits après que l'inflation a fait son œuvre. Elle emprunte des dollars pour acheter des armes dont le prix a doublé ou triplé à cause de l'inflation américaine. C'est cela, l'effet Cantillon appliqué à la géopolitique. Les États-Unis ont exporté leur inflation vers la Grande-Bretagne. Les Américains s'enrichissaient. Grâce à la production de guerre, les Britanniques s'appauvrissaient en consommant cette production. Chaque obus tiré par un char britannique en Afrique du Nord enrichissait un actionnaire à Détroit et creusait la dette publique à Londres. C'était un transfert de pouvoir d'achat. L'inflation américaine agissait comme une taxe invisible sur l'effort de guerre britannique. Plus la guerre durait, plus les prix montaient, plus la dette de Londres devenait insoutenable. Si la situation avec les États-Unis était mauvaise, la situation au sein même de l'Empire britannique devenait catastrophique. Pour financer la guerre en Orient et en Afrique, Londres ne pouvait pas payer en or. Elle payait en promesses. Elle achetait du coton à l'Égypte, du thé et des soldats à l'Inde, de la viande à l'Australie. Mais elle ne les payait pas en cash. Elle créditait leurs comptes à la Banque d'Angleterre en livres sterling. On appelait cela les sterling balance. C'était une dette colossale. En théorie, l'Inde possédait des milliards de livres sterling déposés à Londres. Mais Londres bloquait cet argent. L'Inde ne pouvait pas le retirer, ni l'échanger contre des dollars pour acheter des produits américains. C'était un système de servitude financière. La Grande-Bretagne forçait ses colonies à lui prêter de l'argent pour financer sa propre défense. Mais voici le problème. À la fin de la guerre, ces colonies allaient demander leur argent. L'Inde, l'Égypte, l'Irak, tous ces pays détenaient des montagnes de créances sur Londres. La Grande-Bretagne se retrouvait dans une position impossible. D'un côté, elle devait des milliards de dollars aux États-Unis. De l'autre, elle devait des milliards de livres à ses propres colonies. Elle était prise en étau. Si elle remboursait les colonies, sa monnaie s'effondrait. Si elle ne remboursait pas, l'empire politique s'effondrait. Car comment justifier de diriger les pays à qui l'on a volé l'épargne? Les États-Unis ont observé cette situation avec un grand intérêt. Ils ont vu là l'opportunité parfaite pour briser le système impérial britannique. Dans les négociations secrètes qui ont eu lieu pendant la guerre, les diplomates américains ont souvent insisté. Vous devez libérer le commerce. Vous devez laisser l'Inde utiliser ses livres sterling pour acheter des produits américains. Sous couvert de liberté du commerce, Washington voulait ouvrir les marchés captifs de l'Empire britannique à l'industrie américaine. Il savait que la Grande-Bretagne, écrasée sous le poids de ses sterling balance et de la dette Lend-Lease, n'aurait pas la force de résister. La scène était prête pour le coup de grâce. Il ne restait plus qu'à réunir tout le monde dans une belle salle de conférence pour signer l'acte de décès. Juillet 1944. Alors que les canons tonnent encore en Normandie, une étrange armée débarque dans la petite gare de Bretton Woods, au milieu des montagnes du New Hampshire. Cette armée ne porte pas de casque, mais des chapeaux feutres. Elle ne porte pas de fusils, mais des serviettes en cuir remplies de documents. Ce sont les banquiers, les économistes et les ministres de 44 nations. Ils sont venus pour reconstruire le monde. Mais pour la délégation britannique, menée par le légendaire John Maynard Keynes, cet hôtel de luxe n'est pas un lieu de vacances. C'est un piège? Keynes le sait. Il sait que la Grande-Bretagne arrive à cette table de poker sans aucune carte en main. Elle n'a plus d'or. Elle a vendu ses meilleures industries. Elle a donné ses secrets technologiques. Elle est endettée jusqu'au cou. Ce qui va se jouer dans les salons feutrés de cet hôtel, sous les nuages de fumée de cigares, n'est pas une négociation entre alliés. C'est une prise de pouvoir. L'histoire de Bretton Woods se résume souvent à un duel intellectuel et psychologique entre deux hommes. D'un côté, John Maynard Keynes, l'aristocrate de la pensée, brillant, éloquent, respecté mondialement. Il représente le passé glorieux de l'Europe. Son plan est noble, il propose de créer une monnaie mondiale neutre, le Bancor, une monnaie qui n'appartiendrait à aucun pays, gérée par une banque centrale internationale. L'idée est d'empêcher qu'une seule nation ne domine l'économie mondiale. Dans le système de Keynes, si un pays accumule trop d'excédents commerciaux, il est pénalisé. C'est un système conçu pour l'équilibre et la justice.
Face à lui, il y a Harry Dexter White, le représentant du Trésor américain. White n'est pas un théoricien de salon. C'est un bureaucrate froid, tenace et brutalement réaliste. Il représente la puissance brute de l'Amérique. Il n'a que faire de la justice. Il n'a que faire de l'équilibre. Il sait une chose. Les États-Unis possèdent 70% de l'or mondial et 50% de la capacité industrielle de la planète. Pourquoi les États-Unis accepteraient-ils une monnaie neutre alors qu'ils peuvent imposer la leur? Le plan de White est simple. Le dollar sera la seule monnaie de référence. Toutes les autres monnaies seront fixées par rapport au dollar. Et le dollar sera aussi bon que l'or. Les débats sont féroces. Keynes utilise toute sa rhétorique, tout son charme. Il avertit que le système du dollar va créer des déséquilibres massifs, que les États-Unis vont devenir le tyran financier du monde. Mais à chaque pause café, la réalité rattrape les Britanniques. Les délégués américains leur rappellent discrètement « Au fait, vous avez besoin d'un nouveau prêt pour survivre à l'année 1945, n'est-ce pas ?» C'est l'argument ultime. Le chantage à la survie. Le jour de la signature finale, le Bancor est mort. Le dollar est roi. En signant les accords de Bretton Woods, la Grande-Bretagne accepte de démanteler sa propre zone économique et de se soumettre à la discipline du dollar. Il y a un aspect humain dans cette histoire financière que l'on oublie trop souvent, c'est le prix physique payé par ceux qui ont tenté de sauver l'Empire. John Maynard Keynes n'était pas seulement un économiste en costume, c'était un homme mourant. À Bretton Woods, il subit sa première attaque cardiaque majeure. Les témoins racontent l'avoir vu, le visage gris, s'agrippant aux tables, luttant pour respirer, mais refusant de quitter la salle. Sa femme, Lydia, surveillait son régime, comptait ses heures de sommeil, essayait désespérément de le maintenir en vie. Mais Keynes savait qu'il était le seul rempart entre la Grande-Bretagne et la faillite totale. Il ne pouvait pas s'arrêter. Après la défaite de Bretton Woods, il a dû entreprendre un dernier voyage en 1946 à Savannah pour finaliser les détails du Fonds monétaire international. Le voyage en bateau fut un calvaire. Les négociations furent brutales. Les Américains, menés par Fred Vinson, furent particulièrement durs, refusant toute concession, traitant le vieil homme avec une arrogance glaciale. Keynes est rentré en Angleterre, le cœur brisé au sens propre comme au figuré. Il a dit à ses amis « Je suis allé à Savannah en espérant rencontrer des amis. Je n'ai trouvé que des avocats. » Quelques semaines plus tard, le dimanche de Pâques 1946, le cœur de John Maynard Keynes s'est arrêté. Il est mort d'épuisement. Il est mort en sachant qu'il avait échoué à empêcher la domination du dollar. Il est mort en sachant que le pays qu'il aimait était désormais financièrement enchaîné à Washington. C'est la première victime illustre de la guerre froide économique. Un génie sacrifié sur l'autel de la réelle politique. Le 8 mai 1945, la guerre en Europe est finie. Hitler est mort. À Londres, la foule envahit Trafalgar Square. On chante, on s'embrasse, c'est l'euphorie. Mais 3 mois plus tard, le Japon capitule. Et le couperet tombe. Le président Truman signe un décret mettant fin immédiatement au Lend-Lease. C'est un choc d'une violence inouïe. Du jour au lendemain, les cargaisons de nourriture, de pétrole et de machines qui traversèrent l'Atlantique gratuitement s'arrêtent. Des navires américains, déjà en mer, font demi-tour. La Grande-Bretagne est en état de choc. Son économie est en ruine. Sans l'aide américaine, ce n'est pas la récession qui menace, c'est la famine. Le gouvernement britannique doit alors rationner le pain. Pensez-y un instant, même pendant les pires moments du Blitz, le pain n'avait jamais été rationné. Il aura fallu la paix américaine pour que les Anglais aient faim. La Grande-Bretagne n'a pas d'autre choix que de retourner à Washington, chapeau bas, pour mendier un nouveau prêt. Ce sera le prêt anglo-américain de 1946. Les négociateurs américains imposent des conditions draconiennes. Ils prêtent 3,75 milliards de dollars, mais exigent la convertibilité. Washington exige que la livre sterling devienne librement convertible en dollars 1 an après la signature. C'est le coup de grâce. Les Américains savent que si la livre devient convertible, tout le monde vendra ses livres pour acheter des dollars. Le 15 juillet 1947, la date fatidique arrive. La livre sterling devient convertible. Dès que la nouvelle se répand, c'est la ruée. Une panique bancaire mondiale. L'Argentine, la Belgique, les pays du Moyen-Orient, tous se précipitent pour se débarrasser de leurs livres sterling. En quelques semaines, la Grande-Bretagne perd une grande partie de l'argent du prêt américain. Le 20 août 1947, après seulement 5 semaines, le gouvernement suspend la convertibilité en catastrophe. C'est un aveu d'échec humiliant. La superpuissance n'est plus. Le roi est nu. Les conséquences géopolitiques sont immédiates. Ruinée, la Grande-Bretagne envoie un télégramme à Washington. Nous ne pouvons plus payer pour la sécurité de la Grèce et de la Turquie. Nous nous retirons. La même année, elle précipite son départ de l'Inde et de la Palestine. L'Empire ne s'est pas effondré sous les coups des nationalistes. Il a été liquidé par les comptables du Trésor, parce que le bilan était dans le rouge.
L'histoire officielle retient le plan de Marshall, lancé peu après, comme le sauveur de l'Europe. Et c'est vrai, le plan Marshall a aidé. Mais il est arrivé après que la hiérarchie mondiale ait été brutalement réinitialisée. Il est arrivé une fois que la concurrence britannique avait été neutralisée. La Grande-Bretagne a passé les décennies suivantes à payer sa victoire. L'austérité a duré à Londres jusqu'au milieu des années 50. Pendant que l'Amérique vivait le rêve des années 50, les Cadillacs, les banlieues pavillonnaires, la Grande-Bretagne vivait dans les ruines et la grisaille. C'était le prix de l'effet Cantillon. L'Amérique avait exporté son inflation et importé la richesse réelle. Savez-vous quand la Grande-Bretagne a fini de rembourser le prêt de 1946 ? C'est un détail qui donne le vertige. Le dernier chèque, d'un montant de 83 millions de dollars, a été signé le 29 décembre 2006. Il a fallu 60 ans, 6 décennies pour payer la facture de la Seconde Guerre mondiale. Des générations de Britanniques, nés bien après la guerre, ont payé par leurs impôts les intérêts de la dette contractée pour vaincre Hitler. Quelle est la leçon de cette tragédie épique ? Nous vivons dans un monde qui ressemble étrangement à celui de 1940. Les dettes des États explosent, les tensions géopolitiques montent, les alliances sont fragiles. L'histoire de la faillite britannique nous enseigne 3 vérités brutales que vous ne devez jamais oublier. Premièrement, l'argent n'a pas d'amis. Les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient culturellement frères, politiquement alliés. Cela n'a pas empêché Washington de ruiner Londres pour assurer sa propre domination. Dans un monde de ressources limitées, la charité n'existe pas entre les nations. Deuxièmement, la technologie est le véritable or. L'or métal peut être dépensé. Mais perdre son avance technologique, comme avec la mission Tizar, est une condamnation à mort économique à long terme. Troisièmement, méfiez-vous de celui qui tient la planche à billets. L'effet Cantillon est l'arme la plus puissante jamais inventée. Plus puissante que la bombe atomique, car elle est invisible. Elle permet de conquérir un pays sans tirer un seul coup de feu, simplement en absorbant sa valeur par la monnaie. L'Empire britannique n'a pas été vaincu par l'Allemagne nazie. Il a été racheté, restructuré et liquidé par son propre banquier. Aujourd'hui, les cartes sont redistribuées. De nouvelles puissances émergent, de nouvelles dettes s'accumulent. La question que vous devez vous poser n'est pas « qui va gagner la prochaine guerre ?», mais « qui détient la dette de qui ?» C'était votre nom pour Cinematic History Tales. Si vous voulez comprendre les mécanismes invisibles qui dirigent vraiment notre monde, loin des discours politiques et des manuels scolaires naïfs, abonnez-vous. Activez la cloche. L'histoire est un cycle, et ceux qui ne comprennent pas comment l'argent fonctionne sont condamnés à être les victimes du prochain effet Cantillon. Restez lucides, restez curieux, et surtout, surveillez votre or. À la prochaine.